Alors, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Mon nom est Geneviève Desrivières. Je m'occupe de l'Institut France-Amérique latine et Caraïbes. Un grand merci aux ambassadeurs qui nous accompagnent et à l'ambassadrice du Panama qui nous font l'honneur de nous accompagner ce soir. Et votre présence est très appréciée, très, très appréciée. Nous sommes heureux à France-Amérique de reprendre nos activités en présentiel. On n'en a pas eu beaucoup depuis longtemps et on espère que c'est une belle tradition qui va continuer et qu'on aura plusieurs autres événements à vous présenter sur l'Amérique latine et plusieurs autres sujets dans les mois à venir. France-Amérique, comme vous le savez, plusieurs d'entre vous le savent, c'est une des plus anciennes associations de France. Elle a pour vocation d'approfondir les liens avec les Amériques et de débattre sur des questions d'intérêt telles que le thème de la conférence de ce soir. Il y a quelques jours, je parlais de notre conférence à un jeune Brésilien de passage à France-Amérique et qui travaille au Brésil. Et lorsque je lui ai demandé si la présence de la Chine, qui est sans cesse grandissante, le préoccupait, sa réaction a été un peu surprenante, m'a un peu surprise. Il m'a répondu qu'il était beaucoup plus facile de faire du commerce avec la Chine qu'avec les États-Unis ou même certains pays européens, et qu'à son avis, l'Amérique latine avait besoin de la Chine pour assurer son développement. Il a aussi ajouté, la Chine ne nous juge pas. La Chine ne se mêle pas de nos politiques internes, peu importe les gouvernements que nous avons en place. Toujours selon lui, l'Amérique latine, en faisant moins de commerce avec les États-Unis ou avec l'Europe, est moins exposée à des critiques, à des sanctions ou à des représailles. Ça fait réfléchir, hein? Il a terminé en disant « L'Amérique latine a besoin d'exporter massivement en Chine pour assurer sa croissance économique et créer une classe moyenne prospère. » Alors, ce point de vue fait réfléchir, hein, parce qu'on est porté à être ébahi par la présence envahissante de la Chine en Amérique latine, mais il y a effectivement une perspective autre que celle qu'on aurait tendance à avoir. Les intervenants qui nous accompagnent ce soir ont une grande connaissance des relations qu'entretient la Chine avec l'Amérique latine ou une grande connaissance de la Chine. Ils nous aideront à mieux comprendre les enjeux de cette dépendance croissante et multiforme vis-à-vis de la Chine et les scénarios à envisager pour réduire cette dépendance, si évidemment ceci est souhaitable. Alors, je vous présente nos intervenants. L'ambassadrice Sylvie Berman. L'ambassadrice Berman, vous êtes diplomate de carrière et vous avez été ambassadrice de France en Chine, ambassadrice de France en Russie, aussi ambassadrice de France au Royaume-Uni. Vous êtes depuis 2020 présidente du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Vous êtes officier de la Légion d'honneur et commandeur de l'Ordre national du mérite. Il nous fait grand plaisir de vous avoir et c'est un honneur pour nous de vous avoir. Emmanuelle Véron, je dis Véron parce que je suis un peu latine, vous êtes docteur en géographie et professeur en géographie et de géopolitique à l'INALCO et à l'École navale. Vous êtes délégué général du Fonds de dotation Bruce de l'Aquila et vous avez publié récemment, avec Emmanuel Linko, un ouvrage, très récemment, qui vient d'être publié, « La Chine face au monde, une puissance résistible ».
Emmanuel H., vous êtes docteur en sciences économiques. Vous enseignez la prospective énergétique et l'économie des matières premières dans plusieurs établissements en France et vous œuvrez dans ce domaine au sein de l'IFP Énergie Nouvelle. Vous êtes également directeur de recherche associé à l'IRIS. Le professeur Zhan Su, vous m'entendez, professeur? Je vous entends très bien, merci. Ah, c'est bien. Alors, vous êtes spécialisé en management international et vous dirigez la chaire Jarilowski de l'Université Laval à Québec, qui est ma ville natale, par coïncidence. Vous avez fait des études d'ingénieur en Chine et vous avez obtenu un doctorat en gestion des affaires en France. Vous êtes établi au Québec depuis, comme vous m'avez dit, de nombreux hivers. Une trentaine d'hivers, vous m'avez dit. Ça fait exactement 32 hivers que je suis à Québec. Vous avez beaucoup de mérite. Vous êtes consultant auprès de nombreuses organisations nationales et internationales. Vous êtes aussi spécialisé en gestion du risque en Asie et dans les pays émergents. Vous avez contribué à la rédaction de plusieurs ouvrages dans ce domaine. On est très heureux de vous avoir. On aurait voulu vous avoir à Paris, mais à distance, on est très content aussi et très privilégié. Alors, nous avons préparé quelques questions et je vais me mobiliser de ce côté et prendre un autre micro. Un autre micro. Vous m'entendez? Ça va? OK. Alors, nous espérons, j'aurais dû dire, nous espérons disposer de temps pour des questions aussi de l'auditoire, des questions complémentaires. Un petit rappel, OK, on a parlé des téléphones. Si jamais la pièce s'avère être un peu trop chaude, on va ouvrir une fenêtre derrière pour nous permettre de mieux faire circuler l'air. La réception qui suivra sera en bas pour nous permettre justement d'avoir plus d'espace. Alors, nous procédons aux questions. Depuis quelques décennies, on assiste à une présence de plus en plus marquée de la Chine en Amérique latine. Comment pouvons-nous expliquer ce phénomène? Je vais commencer par Monsieur Véron. Bon, c'est vert, voilà. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre invitation. Je suis vraiment ravi et honoré d'être avec vous ce soir. C'est un sujet, je crois que c'est un sujet, la Chine-Amérique latine, qui est pour nous, Européens, un peu loin, mais qu'il faut voir avec une manière rétrospective comme étant aussi un sujet lointain pour nos amis chinois. Et je pense qu'on va en parler dans l'échange de ce soir. C'est assez symétrique à ce que l'on a pu voir dans les relations Chine-Afrique, mais avec 20 ans de décalage ou 10 ans de décalage, grosso modo pour faire simple. Mais je donnerai quelques exemples pour étayer ça. Oui, donc Chine-Amérique latine. Manifestement, je crois qu'il y a 3 ou 4 grands sujets qui structurent cette relation et la montée en puissance de cette relation et la présence chinoise sur place, que ce soit au Brésil, au Panama, même dans le monde caribéen ou dans le cône sud. Premier sujet, c'est un sujet qui est politique, où la Chine se pose comme étant le modèle post-tiers-mondiste, post-Bandung, des gens qui ne sont pas occidentaux, des gens qui sont en dehors de la sphère occidentale. Et en cela, l'Amérique latine est un espace politique d'action importante pour les organes du parti, pour les organes d'influence de Pékin. Bon, on pourra en reparler. Deuxième sujet, c'est manifestement la question des ressources. Et on le voit dans l'action des minerais et autres, que ce soit de l'eau, des produits agricoles ou autres, c'est les questions des ressources et des matières premières. L'Amérique latine est stratégiquement a priori comme étant le 3e espace après l'Asie utile, finalement gazière, pétrolière, Moyen-Orient plus Afrique, il vient l'Amérique latine pour l'effort industriel, urbain et de modernisation de la Chine. Et le 3e sujet, qui est en creux, mais qui est une question sur laquelle le régime ne lâchera jamais, qui a été l'obstination
de resserrer les taux autour de Taïwan, diplomatiquement, politiquement. Et en cela, quand on regarde l'adhésion, ou en tout cas le collège de pays qui adhéraient à l'idée de Taïwan comme étant la Chine, entre 71 et aujourd'hui, on voit que s'il s'étiole considérablement pour avoir quelques États, Paraguay, on parlait tout à l'heure du Panama et de la situation au Nicaragua, etc., vis-à-vis de Taïwan. Donc voilà, je pense que c'est 3 sujets principaux. La question est de l'intensité de ces relations qui va monter en puissance après la fin des années 90, début 2000. Donc finalement, on est sur grosso modo 2 décennies, grosso modo. Hein, voilà. Merci. Peut-être je vais me tourner vers le professeur Zansou. D'après vous, pourquoi la Chine est si intéressée par l'Amérique latine? Oui. Tout d'abord, je dois vous remercier pour votre invitation. Je me sens très, très honoré. Et donc, je salue tous les participants et surtout nos ambassadeurs. Les raisons sont multiples. On a beaucoup écrit sur ce sujet-là. Donc, intervenant avant moi a très bien couvert. Il y a différentes raisons. Il y a raison politique, il y a raison économique. Bien que, bon, si j'ai quelque chose à ajouter, c'est il y a certains autres volets. Parce que souvent, on dit, on ne comprend pas. C'est un phénomène que, selon l'expression québécoise, au moins, on dit, c'est du chinois. Hein? Donc, la Chine, aujourd'hui, c'est pas un pays si riche que cela. Hein, si on tient compte du PIB par habitant, mais comment ça se fait qu'on a l'impression que la Chine est partout dans le monde? N'est-ce pas? Donc, pour beaucoup, la conclusion facile, c'est un pays communiste qui va conquérir le monde, qui va challenger la domination américaine. Okay? Donc, peut-être il y a cela, hein, parce que c'est un régime qui manque de transparence, on ne sait pas trop, il ne dit pas tout. Mais de l'autre côté, je pense que j'ajoute 2 autres éléments. Pourquoi la Chine est en Amérique du Sud ou en Amérique latine et au sein de l'arrière-cour de tout puissant américain? C'est une question qu'on doit réfléchir davantage, documenter davantage, au lieu de tirer des conclusions faciles, n'est-ce pas? Parce que vous savez, pourquoi la Chine est partout? En Afrique, en Europe même, et aujourd'hui, depuis surtout 20 ans en Amérique du Sud, c'est parce que vous regardez l'évolution du contexte géopolitique ou politique international depuis surtout 20 ans ou 30 ans avec émergence dans la Chine. Je pense que le régime communiste a senti le besoin de réduire davantage de hostilité de l'environnement international, surtout de la part des pays occidentaux en général ou les Américains en particulier envers son émergence. Donc dans ce cas, la Chine essaie d'être partout pour avoir des soi-disant amis, quoi. Parce que l'Amérique latine compte plus de 30 pays, n'est-ce pas? C'est important. Aujourd'hui, la Chine parle de multilatéralisme. Tout à coup, hein, parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, la Chine défend avant tout bilatéralisme. Et aujourd'hui, tout à coup, la Chine devient un grand défenseur de multilatéralisme. Pourquoi? Et quel est le multilatéralisme? Les Occidentaux commencent à parler avec Biden, multilatéralisme sur des valeurs. La Chine dit tout simplement, basé sur le système des Nations Unies, parce qu'il y a beaucoup de pays pauvres qui pourraient rallier la Chine. Et le dernier point, je sais que j'étais long, la question de besoin. Il y a besoin chinois, mais moi je voyage beaucoup en Amérique du Sud. Je suis désolé de dire, regardez bien, ce dont on parle dans les pays occidentaux par rapport aux besoins réels dans cette région-là, il y a certains décalages, n'est-ce pas? C'est vrai qu'en plus, il y a une façon à la chinoise de faire des choses sans conditions, sans politique, sans ingérence, tout cela. Tout cela a contribué à cette présence de la Chine. Que pour préparer cette intervention, j'ai lu plusieurs trucs. Et hier, j'ai vu un article qui s'intitule « La Chine est trop présente aujourd'hui en Amérique du Sud pour être écartée ». Malheureusement ou heureusement. D'accord. Merci, professeur. Ambassadrice, est-ce que vous voulez dire quelques mots sur ce sujet? Oui, quelques mots peut-être, parce que je pense que la Chine a une priorité absolue qui est de devenir une grande puissance, mais avant d'être une grande puissance politique, elle veut être une grande puissance économique. Or, c'est un pays qui a évidemment des difficultés, qui par exemple a 9% de terres arables seulement pour 18% de la population mondiale, et évidemment, elle a besoin d'acquérir un certain nombre de ressources parce que la sécurité
sécurité alimentaire est une priorité pour elle. D'où son intérêt pour l'Amérique latine en particulier, et pour l'Europe également, puisque il y a des produits de qualité et en même temps qui offrent toute la sécurité. Bon, on l'a évoqué, il y a effectivement les ressources et les matières premières, le minerai, parce que la Chine est la première consommatrice au monde, et c'est la raison pour laquelle elle a élaboré cette idée des routes de la soie. Mais avant même les routes de la soie, elle avait étudié ce qui se passait dans le monde et elle avait réfléchi à ce que pourrait être son action. Ce qu'elle a constaté, et c'est pour ça qu'elle a aussi créé une banque des infrastructures, c'est qu'en fait, les Européens s'étaient désintéressés, par exemple, de l'Afrique, et que, surtout, on mettait des conditions à nos relations. C'est ce que vous a dit votre jeune Brésilien, c'est ce que j'ai entendu d'une jeune Camerounaise également. La Chine, pour la Chine, peu importe les régimes. Ils peuvent traiter avec des démocraties, ils peuvent traiter avec des dictateurs. Il vaut mieux qu'ils soient solvables, même s'ils ne sont pas solvables, ils savent gérer ça. Et donc, comme au départ, il n'y a pas de conditions, ils ont été très bien accueillis en Afrique, en Amérique latine, en Asie centrale, en Asie du Sud-Est. Et les routes de la soie n'ont pas de limite géographique, puisqu'on parle maintenant même d'une route polaire de la soie qui, bien évidemment, n'a jamais existé et qui ne plaît pas nécessairement beaucoup aux Russes. Donc il y a cet aspect-là qui est un aspect nécessité de trouver des ressources en minerais, des ressources agricoles, des ressources hydrauliques, mais il y a ce qui a été évoqué également tout à l'heure, la nécessité d'avoir des soutiens dans le monde. Et c'est vrai qu'on est maintenant de plus en plus dans ce qui s'apparente à une guerre froide, même si elle n'a rien à voir avec la guerre froide du temps de l'Union soviétique, mais elle est multiforme, avec un côté idéologique, plus du côté américain d'ailleurs que du côté chinois, parce qu'ils ne cherchent pas à imposer le modèle chinois ou un modèle communiste, bien sûr technologique, ce qui est le plus important. Et surtout, il y a la question des droits de l'homme, puisqu'on a l'habitude de donner des leçons au monde entier, même si parfois on a un peu de mal dans certains pays européens également. Et là, les Chinois ont besoin de soutien. Et c'est vrai qu'avec les aides financières qu'ils apportent, ils ont des soutiens de pays africains, de pays d'Amérique latine, qui finalement sont assez enthousiastes en se libérant effectivement des contraintes à la fois américaines et parfois européennes. Et donc on ne peut pas négliger ça. Et si on a constaté qu'il y avait de plus en plus de Chinois élus à la tête d'agences des Nations Unies, en particulier de la FAO, c'est parce qu'ils ont ce soutien qui avant était acquis aux Européens et aux Américains. Donc je pense qu'il faut avoir ça en tête aussi dans la stratégie chinoise vis-à-vis de l'Amérique latine et du monde, puisqu'ils ont une stratégie mondiale. Merci, ambassadrice. Professeur H. Merci beaucoup. Bonsoir. Je tiens tout d'abord à vous remercier également. Je suis très honoré d'être ici. Alors, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, parce que bien évidemment, je suis en total accord avec les deux personnes qui m'ont précédé. Moi, je poserais plus le débat en termes de dépendance. C'est-à-dire que l'Amérique latine, elle permet de répondre en tout premier lieu aux deux principales dépendances chinoises à l'heure actuelle. Vous l'avez dit, la dépendance alimentaire. Et bien évidemment, la dépendance, on va dire, aux matières premières d'un point de vue global, c'est-à-dire énergétique, plus tout le segment des minerais, des métaux non ferreux, et plus traditionnellement ce qu'on appelle les métaux de la transition énergétique, c'est-à-dire notamment la Chine est très intéressée par les réserves de lithium que l'on peut avoir au Chili, en Argentine, voire même si on peut dans quelques années en Bolivie, et bien évidemment également du cuivre chilien ou du cuivre péruvien. Ça c'est le premier point, c'est-à-dire qu'on a une coïncidence des besoins, c'est-à-dire qu'on a d'un côté des pays qui ont un secteur primaire qui est développé et qui, la Chine leur permet aussi de s'insérer dans le commerce international, notamment sur le segment des matériaux. Il y a une deuxième problématique qui se trouve dans ce rapport Chine-Amérique latine, c'est l'alternative au financement. C'est-à-dire que la Chine, elle est capable de proposer des financements sans avoir, j'allais dire, toutes les problématiques
problématiques liées notamment au financement des organisations internationales classiques, c'est-à-dire la Banque mondiale et le FMI. Notamment, il n'y a pas de conditionnalité au prêt chinois. Donc ça permet bien évidemment d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement pour prêter. Il y a un troisième aspect aussi, c'est que l'Amérique latine, pour les entreprises chinoises, la Chine est obligée de chercher aussi des relais de marché pour ces entreprises à l'extérieur. Et après avoir, comme l'a si bien dit Emmanuel, elle a été en Afrique. Elle a fait, presque envie de dire, elle a fait la main en fait dans les économies africaines. Bien, il y a un second relais de croissance qui s'appelle l'Amérique latine et qui permet encore une fois une internationalisation assez marquée des entreprises. Et tout cela se fait aussi dans une optique, j'allais dire purement chinoise, c'est-à-dire que la Chine, vous avez sûrement entendu parler de ce qu'on appelle la double circulation, c'est-à-dire essayer à la fois d'augmenter la consommation en Chine pour être moins dépendant des marchés extérieurs, mais également continuer à avoir ce ressort du commerce extérieur, notamment sur les marchés de matières premières. Eh bien, cette double circulation, ça veut dire quoi pour Pékin? Ça veut dire notamment monter en gamme, et notamment le Made in China 2025, c'est une politique qui a été mise en place par le gouvernement chinois. Eh bien, il va s'abreuver notamment de ces matières premières, notamment stratégiques que l'on peut trouver en Amérique latine. Et je finis juste, et effectivement, ce qu'a dit Emmanuel, c'était très intéressant parce que juste pour vous donner un chiffre, parce qu'on n'a pas donné un seul chiffre, mais dans les années 90, le commerce bilatéral Chine-Amérique latine, c'était 10 milliards de dollars. On est autour de 300 milliards de dollars à l'heure actuelle. Donc on a une véritable augmentation très très marquée, et cette augmentation, elle se situe après 2005. On a véritablement une quinzaine d'années d'augmentation des flux commerciaux ou des flux d'investissement entre les deux zones. Merci, professeur. L'ambassadrice a fait mention de l'initiative de la route de la soie, qu'on appelle communément en anglais Belt and Road Initiative. Et cette initiative, qui n'est loin d'être unique à l'Amérique latine, mais globalement, elle propose des liens économiques et géopolitiques privilégiés qui vont bien au-delà de l'accès aux matières premières, pour s'étendre à des projets importants d'infrastructure, de transport, de télécommunications, de logistique, des importations et des investissements dans l'agroalimentaire, très important dans le cas du Brésil, par exemple, pour le soja, des investissements et aussi de l'exploitation et de l'importation de produits de pêche, les énergies renouvelables, et même, on en a parlé, le secteur spatial. Alors, quel impact ce phénomène peut-il avoir spécifiquement sur l'Amérique latine à long terme? Si la Chine prend un si grand espace au niveau de tous les secteurs d'activité et au niveau et des importations et des exportations et des investissements et du secteur financier, comment voyez-vous l'impact que ceci pourrait avoir si on crée ce genre de dépendance? Alors, peut-être, M. Véran. Oui, merci. Je crois que sur tout le spectre que l'on appelle Belt and Road Initiative, tout ce qui est de l'ordre des routes de la soie, il faut jamais oublier ce que Madame l'ambassadrice rappelait sur la mobilisation des industriels chinois au lendemain de la crise des subprimes, 2007, 8, 9 jusqu'à 10, et les plans de relance qu'il y a eu en Chine pour relancer l'économie à travers les infrastructures, et qui ont créé en 2011, 12, 13, au moment où Xi Jinping arrive au pouvoir, d'énormes surcapacités industrielles, commerciales, etc. Donc trop de béton, trop d'acier, etc., que les provinces ne pouvaient plus absorber pour construire des parcs de logements. On voyait Evergrande les 2-3 derniers mois, c'est la continuité de cette histoire-là, des infrastructures gigantesques, autre que de l'immobilier. Et donc les capitaines d'industrie vont toquer à la porte de Xi Jinping, nouvel arrivant au pouvoir suprême à Pékin, vous me direz si je déborde trop, mais et en lui disant, écoute, aide-nous à sortir ces surcapacités industrielles du territoire, parce que les provinces du Gansu, du Xinjiang, du je ne sais pas quoi, n'arrivent plus à absorber ça. Donc on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe au Kazakhstan, au Turkménistan, voire en Russie, voir ça, et on va élargir cela. Et Xi Jinping, tacticien relativement
relativement fin, n'est-ce pas, en a profité en mettant au travail un certain nombre de ses maîtres à penser, notamment Wang Huning, mais pas uniquement, pour envelopper l'ensemble et produire une feuille de route de politique internationale alors que Xi Jinping venait d'arriver au pouvoir. Et ça donnera les routes de la soie. Là-dedans, l'Occident va récupérer ça, va faire 1000 colloques, 1000 soirées, tout ce que vous voulez, et ça va nourrir, en matière d'information, de renseignement brut, la feuille de route de la politique étrangère chinoise, qui vont faire des ajustements, et ça va s'élargir au monde et effectivement ne plus connaître aucune limite. Donc on aura des routes polaires de la soie, les routes de la soie en Amérique latine, voire du spatial, route de la soie, Mars, programme Mars, etc., chinois, route de la soie, enfin bref, vous avez compris l'idée. Concernant l'Amérique latine, ça viendra dans un deuxième ou troisième temps, de manière ponctuelle d'abord, dans une logique plutôt de labellisation. A priori, tel ou tel site au Brésil, d'infrastructures notamment portuaires, parfois dans des logiques d'extraction offshore, notamment avec des gisements en haute mer au large du Brésil. Et on aura dans la continuité de ça la question du Nicaragua avec des infras importantes. Notamment du creusement de nouveaux canaux pour dédoubler Panama. Vaste sujet, les modalités de financement, qui est un sujet vraiment important et à part entière dans la logique route de la soie, mais qui dépasse la logique route de la soie. On aura des sujets importants dans l'extraction minière, Chili, que vous avez rappelé, Emmanuel, Bolivie, voire Équateur, Pérou, naturellement, et voire Argentine, qui seront, pour certains, labellisés route de la soie. Dans les faits, on en a fait peut-être un peu trop de ces routes de la soie parce qu'on voit aujourd'hui qu'on en parle beaucoup moins, y compris dans les instances du parti, a priori au plus haut niveau. On en parle beaucoup moins parce que relatif échec, et puis parce qu'il y a eu l'administration Trump et Mike Pompeo qui ont fait un énorme China bashing sur la fin du mandat de Donald Trump, pour dire debt trap diplomacy, debt trap diplomacy, debt trap diplomacy, et c'est une des raisons peut-être qui nous réunit ce soir, sur effectivement rendre compte de ces modalités de politique étrangère chinoise en bilatéral, dans le cadre d'une feuille de route très générale, des routes de la soie, de dire que la Chine a des pratiques qui font qu'elle endette des pays déjà fragilisés, déjà vulnérables. Donc quid de comment on fait probablement que ça pose d'énormes questions dans la connaissance de la Chine, enfin la connaissance du monde qu'a la Chine, et notamment de ses opérateurs et des décideurs politiques, des questions de business pur qui ne sont pas forcément convergentes, et on le voit aujourd'hui tous les jours, et quid de la fermeture durable ou non de la Chine, pour des raisons politiques, versus globalisation, mondialisation et climat des affaires, qui est extrêmement dégradé. Je vous apprends rien du tout. Ça pose la question de la faisabilité dans le temps des manières de faire chinoises qu'on a pu connaître sur le continent africain sur les 20 dernières années et qui sont à peu près les mêmes en Europe, en Amérique latine, ailleurs en Asie, etc., où à la fois les populations locales commencent à avoir des retours d'expérience sur ce qui s'est passé, parfois connaissent le chinois, parfois parce qu'ils ont fait des études en Chine, etc., à un très haut niveau, et ils reviennent au pays avec une expertise, se disent non, là... on parle, on connaît, on comprend vos codes, etc. Donc voilà, maintenant qu'on va pouvoir négocier, on va pouvoir travailler. Ce qui fait qu'on a une sorte de mise à jour du reste du monde par rapport à la nature, alors là je vais aller très loin, civilisationnelle, anthropologique chinoise, dans le monde des affaires et en matière diplomatique. Donc voilà, on en est, à mon avis, sur une nouvelle feuille de route, un nouveau chapitre qui s'ouvre, et là-dedans, les routes de la soie, manifestement, ont plus que du plomb dans l'aile. Merci Emmanuel. Ambassadrice, avez-vous quelques points à Alors, d'abord, pour prendre la première zone qui a été investie par les Chinois, qui est l'Afrique, ça a quand même eu des résultats positifs, puisque c'est un moment où les Européens étaient partis, où les Européens n'acceptaient plus que de faire de l'aide à la gouvernance, c'est-à-dire de leur apprendre ce que c'était que la lutte contre la corruption, la parité, etc. Et où, en fait, il y avait peu d'infrastructures portuaires ou ferroviaires et également peu d'aéroports. Et donc là, les Chinois ont permis un désenclavement de l'Afrique et effectivement, les Africains en étaient satisfaits. Alors ensuite, il y a eu perturbation des marchés, bien entendu, il y a des effets qui peuvent être des effets pervers, mais au total, ça les a quand même aidés. Je comprends qu'en Amérique latine, ça a permis aussi un début de croissance, même si maintenant ça pose à nouveau des problèmes, et surtout la grande difficulté, c'est l'endettement.
et comment rembourser ensuite, sachant que finalement les Chinois décident finalement de prendre des actifs. Ils l'ont fait en Europe quand ils ont aidé à régler la crise de l'euro, puisqu'ils ont acheté de la dette européenne à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc ils sont partis d'Afrique, ils sont allés en Asie centrale, en Amérique latine, mais l'étape suivante, c'était l'Europe. Et en Europe, ça ne fonctionne pas. Parce que il y a sans doute aussi une plus grande vigilance, parce que les différences culturelles sont beaucoup trop fortes, et on l'a vu par exemple avec l'aéroport de Toulouse, et également dans d'autres projets. On le voit maintenant, on y reviendra peut-être, dans le contexte de la rivalité entre la Chine et les États-Unis, où par exemple Londres a dû refuser la 5G après l'avoir acceptée, et ne veulent plus de participation chinoise dans le nucléaire ou dans les domaines sensibles. Et vous avez de nouveaux règlements européens aussi, en particulier de contrôle des investissements. Alors ça ne s'adresse pas uniquement à la Chine, c'est vraiment erga omnes, mais en réalité, c'est la Chine qui est visée en premier lieu. Et donc, il y a un ralentissement justement des tentatives d'investissement chinoises, en particulier en Europe. Et puis, on est face aujourd'hui à un ralentissement de la croissance chinoise, qui a été plutôt positive en 2020, mais qui ne l'est pas en 2021, avec cette fermeture sous des prétextes sanitaires, mais qui va plus loin et qui donne l'impression de revenir quasiment à l'époque de fermeture, de repli sur soi, où le slogan était compter sur ses propres forces, mais qui a été un désastre pour la Chine et dont Deng Xiaoping l'a sorti. Alors on ne sait pas aujourd'hui quelle sera l'évolution après le 20e congrès et la réélection de Xi Jinping. Mais il y a une vraie interrogation sur sur la possibilité pour les Chinois de rester moteur de la croissance comme ils l'ont été, et ça aura un effet partout dans le monde, et en particulier en Amérique latine, compte tenu de leur fort investissement. Merci, ambassadrice. Monsieur H. Alors effectivement, la Belt and Road Initiative, donc le projet des nouvelles routes de la soie, ce qu'il faut véritablement voir, c'est que, comme l'a dit Emmanuel, il faut voir différents étages à la fusée chinoise. Moi, j'appelle ça la fusée chinoise. Premier étage, ça a été l'entrée de la Chine à l'OMC, 2001. Après 2001, on a une politique qui s'appelle le Go Global, c'est-à-dire à cette époque, les présidents chinois successifs vont dire aux entreprises « Allez, commencez à vous internationaliser ». Et donc la Chine va aller conquérir des territoires, conquérir des marchés. Et elle va surtout aller dans des pays qui sont considérés à l'époque, pardonnez-moi l'expression, mais l'axe du mal, c'est-à-dire ceux avec qui on ne commerce pas. Le Soudan, le Venezuela à l'époque. Et puis effectivement, troisième étage de la fusée, c'est le projet des nouvelles routes de la soie. Et là, c'est très intéressant parce que là, la Chine a arrêté de parler à elle-même, elle a commencé à parler au monde. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que à partir de 2013, discours d'Astana de Xi Jinping, on parle des routes de la soie. Et effectivement, au départ, c'est plus les diplomaties étrangères qui se sont dit qu'est-ce que c'est que ces nouvelles routes de la soie, et qui ont quelque part un peu construit la stratégie chinoise. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la Chine s'en est emparée et nous a raconté une histoire. Et entre 2015, 2016 et 2019, parce que depuis 2019, effectivement, les routes de la soie on en parle beaucoup moins dans les médias, mais la Chine a raconté une histoire au monde basée sur tout simplement l'interconnexion, la volonté de travailler ensemble, de coopération. Si vous allez sur le site des nouvelles routes de la soie, vous allez voir ces beaux termes, coopération, interconnexion, partage des cultures, etc., etc. On peut appeler ça aussi une projection de puissance.
tout simplement. Tout simplement, lorsqu'un pays, de manière géopolitique, a atteint un certain niveau de vie ou de PIB par habitant et que cette puissance en interne, elle ne peut plus se développer, on se projette à l'extérieur. Donc on va au départ, effectivement, dans son environnement proche, c'est-à-dire l'Asie centrale, et puis progressivement, on va en Afrique, et puis à partir de 2017, on arrive en Amérique latine. On arrive très tardivement, finalement, en Amérique latine. Mais toujours avec, j'allais dire, la même volonté de raconter cette histoire, mais avec un effet d'expérience qu'on a eu sur l'Asie centrale, qu'on a eu sur l'Afrique. Deuxième point très important, c'est quelles conséquences pour les pays d'Amérique latine. Alors, économiste des matières premières, moi, ma plus grande peur pour les pays d'Amérique latine, c'est la crainte de la primarisation, c'est-à-dire que les pays d'Amérique latine restent enfermés dans ce qu'on appelle la trappe à matières premières et donc revivent ce que certains pays ont déjà vécu dans les années 60, 70, 80, c'est-à-dire une spécialisation notamment à l'exportation qui est basée sur les matières premières. Or, les matières premières, malheureusement, c'est ce qu'il y a de plus cyclique dans l'économie. Et donc, ça veut dire qu'on est dépendant pour une large partie de son commerce extérieur, notamment avec la Chine, à la fois des besoins chinois, ça c'est un premier point. Or, j'ouvre une parenthèse, mais si vous suivez un tout petit peu les évolutions, notamment des marchés énergétiques, on vous parle de pic de demande, c'est-à-dire qu'à un moment, la demande pétrolière de la Chine, elle va ralentir, voire même connaître un plafond, pareil peut-être pour les matières premières industrielles. Donc ça veut dire peut-être être en train de développer des mines à l'heure actuelle qui ne seront peut-être pas rentabilisées dans les 15, 20 ans ou 30 ans qui viennent. Donc ça peut être une problématique. Donc primarisation ou reprimarisation. Et qui dit primarisation et reprimarisation dit désindustrialisation. Parce que lorsque vous regardez un peu le commerce extérieur entre l'Amérique latine et la Chine, il y a des exportations de produits manufacturés d'Amérique latine vers la Chine, mais j'allais dire, il y a très peu de valeur ajoutée. Donc il y a une vraie problématique, j'allais dire, de positionnement stratégique commercial des pays d'Amérique latine vers la Chine. Et il y a cette dépendance au cycle des matières premières. Donc ça veut dire des craintes, et là il faut le relier au troisième élément que vous avez tout à fait bien fait de mentionner, c'est-à-dire le financement. Le financement en soi, s'endetter, ce n'est pas un problème. Tout le monde s'endette, tous les pays s'endettent. Le problème, c'est sur quoi va-t-on rembourser ces prêts? Si on fixe, j'allais dire, ces remboursements sur une espérance de prix des matières premières plus élevée, oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, plus élevé, oui, sûrement à l'avenir. Mais cyclique, oui, sûrement. Donc ça veut dire problématique, j'allais dire, sur quelques années de remboursement de ces dettes qui sont contractées auprès de la Chine. Donc ça veut dire peut-être une forme d'asymétrie des relations commerciales entre la Chine et l'Amérique latine. À mon sens, c'est la plus grande crainte. Peut-être justement sur cet élément de la dépendance financière de certains pays, quel impact ceci pourrait-il avoir sur le développement économique futur et sur la stabilité politique de certains pays? Est-ce qu'il faut voir ça comme une problématique à laquelle il faut vraiment, sur laquelle il faut se concentrer? Est-ce que les banques multilatérales devraient essayer de mettre un certain frein sur certains des pratiques de crédit qui existent? Est-ce que les banques multilatérales ont un pouvoir sur les États latino-américains pour leur dire, écoutez, ça c'est un peu dangereux parce que vous pourrez peut-être pas repayer? Alors, qui voudrait reprendre ça? Est-ce qu'on peut demander au professeur Zansou? Merci. Oui, j'entends un petit... professeur, je veux juste vous dire avant, on ne vous entend pas très bien, malheureusement. La ligne n'est pas très bonne, donc je vais vous demander d'être peut-être assez bref parce que c'est difficile, le son n'est pas très, très bon. Merci. Je vous écoute. C'est ce que j'entends aussi, j'entends mal aussi. Donc, je vais essayer d'être bref. Vous avez posé une question très importante. C'est vrai que le problème de surendettement de beaucoup de pays d'Amérique latine est un vrai problème, surtout étant donné leur situation politique, économique très fragile. C'est un vrai problème. Okay. Donc la question c'est pas comment faire. En fait, tout à l'heure, vous avez posé une question à 3 autres invités au sujet des impacts à long terme de la présence de la Chine sur les pays Amérique du Sud. En fait, j'ai essayé de lier ma réponse à ces 2 questions. Vous savez,
c'est vrai que on a raison dans les pays occidentaux. Quand je dis on, je revendique au moins comme quelqu'un international, sinon occidental, parce que j'ai déjà passé la plupart de ma vie dans les pays occidentaux, n'est-ce pas? Je dirais que les occidentaux ont raison d'essayer de trouver des réponses face à cette présence de la Chine dans le monde ou en Amérique du Sud. Parce que, qu'on veuille ou non, c'est un régime politique totalitaire, très discutable, sinon contestable. Je suis d'accord, n'est-ce pas? La question, c'est de comprendre la réalité. Parce que si les choses sont si simples, telles qu'on présente partout, surtout dans les pays occidentaux, au sujet de la présence de la Chine en Amérique du Sud, donc corruption, piège d'endettement, ensuite désindustrialisation, dépendance, etc. Si les choses sont si noires, honnêtement, notre tâche occidentale sera hyper facile, n'est-ce pas? Parce que les gens ne sont pas dupes. Faire un minimum de confiance aux gens, aux politiciens, les petits gens de cette région, n'est-ce pas? Il faut reconnaître qu'en réalité, le bilan demeure au moins mitigé, parce que si vous regardez comment la Chine a apporté quelque chose, n'est-ce pas, pour la croissance économique de cette région, pour cette nécessité de diversifier les ressources de financement, et surtout, vous regardez lors de la crise de 2008, donc les impacts de soi-disant de présence de la Chine sur la reprise de beaucoup d'économies dans cette région-là, on doit comprendre les choses sont beaucoup plus compliquées. Là, d'où vient ma réponse à votre question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Surendettement, c'est dangereux, mais il y a trois façons. Moi, je pense qu'il n'y a pas de miracle. Premièrement, c'est quoi? C'est les Occidentaux prennent le leadership, n'est-ce pas, pour rectifier cette situation. Si on reprend le leadership, pour moi, ça prend trois conditions, pas une seule. Premièrement, non seulement il faut avoir les moyens, bien sûr, financiers, n'est-ce pas? On sait que notre niveau d'endettement est très élevé. Deuxièmement, il faut qu'on ait des motivations. Vous savez, pendant longtemps, je regarde comment les Américains se comportent dans cette région-là. C'est leur arrière-goût, c'est vrai. Mais quand ils voient ces régions-là, j'ai vraiment l'impression qu'ils présentent les pays de cette région comme des sources de troubles. Corruption, immigration, trafic de drogue. Donc avec ce genre de motivation, on ne peut pas aller loin. Deuxièmement, moyens financiers, j'ai déjà évoqué, n'est-ce pas? Troisièmement, le style, approche, comment on va apporter cela. Faute de quoi, moi je dirais qu'on tourne en rond. Ça, c'est la première solution. On va prendre le leadership. Deuxième solution, c'est encadrer la présence de la Chine, n'est-ce pas? Je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas un sujet à la mode, n'est-ce pas? Les gens disent, tiens, c'est un régime qu'on doit écarter. Peut-on facilement l'écarter, ce régime? Encadrement, pourquoi on ne peut pas faire, n'est-ce pas? Comment encadrer? Bien sûr, il faut voir, n'est-ce pas? Que la Chine est là, n'est-ce pas? La Chine a certains moyens. Et vous regardez le dernier hier, je dirais, ou avant-hier, cette résolution de COP26, on voit que si on donne assez de pression, la Chine sera obligée de céder. Donc, bien sûr, c'est d'encadrer. Troisièmement, c'est bien sûr toute autre alliance possible. Moi, je pense que la question est très, très compliquée, mais c'est un bon sujet. Et la vraie question, c'est quoi? S'il n'y a pas la Chine, si on garde la Chine, est-ce que nous pouvons répondre adéquatement aux besoins de financement de développement économique de cette région, n'est-ce pas? Parce que pourquoi la Chine est là? Puisque pendant longtemps, on a négligé cette région. Ça donne l'opportunité à ce régime. C'est dans la question. Donc, peut-on répondre? Dans quelle mesure ce besoin économique est un besoin réel de première importance pour cette région-là, pour les gens de cette région, n'est-ce pas? Ça, c'est une vraie question. Merci, professeur. Alors, l'Amérique latine, oui, alors, on va continuer. L'Amérique latine a été longtemps l'arrière-cour géopolitique et économique des États-Unis. Comme on le sait, l'Amérique latine, c'était la priorité des États-Unis pendant des décennies. Alors, quelle est actuellement notre lecture sur ce que pense l'administration Biden vis-à-vis l'Amérique latine? Et est-ce que les tensions actuelles entre la Chine et les États-Unis pourraient avoir des répercussions sur l'Amérique latine? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait
assister à une remontée de l'influence américaine dans la région? Si oui, quelle forme pourrait prendre cette influence? Est-ce qu'on pourrait voir les Américains dire certains accords de libre-échange qu'on avait mis de côté nous intéressent à nouveau? Ou encore des ententes de politique commune sur la sécurité, sur la lutte contre le trafic de drogue ou sur le trafic humain. Alors, est-ce que les États-Unis, à la lumière de leur relation assez désastreuse avec la Chine, ce sera un facteur pour les motiver et se tourner vers l'Amérique latine, qui était leur backyard pendant très très longtemps. Alors, monsieur, ambassadrice peut-être? Ambassadrice. Alors, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les Chinois sont en Amérique latine et les Américains sont en mer de Chine. Alors qu'auparavant, effectivement, l'Amérique latine était leur arrière-cour, qu'ils sont intervenus un peu à tort et à travers aussi, et qu'ils s'en sont désintéressés. Et aujourd'hui, la Chine est une véritable obsession. Hein. On parle du piège de Thucydide parce que les Américains ne veulent pas que la Chine les dépasse, surtout sur le plan technologique. On a parlé de Made in China 2025 et c'est ça qui a absolument paniqué les Américains. Donc aujourd'hui, c'est leur priorité. Et la priorité, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est aussi Taïwan. Et il y a beaucoup de bruit de bottes en mer de Chine du Sud et dans le détroit de Taïwan, des deux côtés d'ailleurs. Et en fait, ils pourraient aussi essayer d'utiliser l'Amérique latine pour cette raison-là. C'est-à-dire convaincre déjà les pays d'Amérique centrale qui n'ont pas de relation avec Taïwan de maintenir à tout prix ces relations et les développer. Ils peuvent aussi faire ce qu'ils ont fait par rapport à l'Iran, par rapport à la Russie. C'est aussi une forme de sanction extraterritoriale pour des entreprises qui commerceraient avec la Chine. Ça, c'est le côté négatif. Évidemment, le côté positif serait le retour dans ces accords de libre-échange et des relations plus équitables avec les pays d'Amérique latine. Merci, ambassadrice. Monsieur H. Ouais, si ça vous embête pas, je voudrais quand même rebondir sur ce qui a été dit juste avant, oui, parce que c'était très intéressant. On peut avoir, effectivement, on peut prendre la réalité comme elle est, mais on peut aussi s'interroger sur les risques. Et je pense que s'interroger sur les risques en Amérique latine de la présence chinoise est aussi importante que de regarder ce qui a été fait. Et effectivement, comme le professeur l'a dit, effectivement, c'est une histoire de besoin. Mais je vais juste revenir sur ces histoires de financement. La problématique de financement, elle est tellement importante que même Pékin considère que notamment les engagements au Venezuela sont trop importants, dit à ces entreprises de réduire notamment les investissements dans certains pays d'Amérique latine qui sont trop endettés. Il se passe exactement la même chose qui s'était passé notamment en Asie, notamment au Sri Lanka, où vous connaissez l'histoire, où la Chine a finalement pris en concession un port pour 99 ans et a récupéré l'infrastructure parce le pays était incapable de rembourser. Et je pense qu'il ne faut pas oublier cette problématique du risque. Et je maintiens que les prix des matières premières étant variables, je pense que la croissance notamment de nombreux pays d'Amérique latine repose sur des variants qui sont finalement très dangereux. Ça n'empêche pas que effectivement la Chine est la seule à prêter. En tout cas, elle prête plus sur certaines périodes que l'ensemble du FMI et des organisations internationales. Pour la problématique américaine, alors effectivement, moi je vous invite à aller lire. Il y a un tout petit testimony du Congrès américain qui doit faire 3 pages, qui donne exactement la position américaine sur l'Amérique latine. Et c'est très intéressant parce que effectivement, dans ce petit testimony, on vous dit tout simplement, ouais, pendant la période Trump, on s'est intéressé uniquement à l'Amérique latine sous l'angle de la corruption, sous l'angle de l'immigration, en gros sous l'angle on ne s'est pas du tout intéressé au développement de l'Amérique latine. Et donc il y a un retournement à l'heure actuelle de la position américaine qui se dit tout simplement, effectivement, c'est ma chasse gardée, mais justement approcher l'Amérique latine en se disant, je suis en train de perdre ma chasse gardée, c'est aller contre toute logique, encore une fois, de développement, et c'est répéter finalement ce qui a été fait depuis 1900.
45 par les États-Unis. Donc c'est absolument pas comme ça qu'il faut le voir. La seule façon d'approcher, de toute façon tout continent, c'est sous l'angle des besoins et du développement. Et tant que les États-Unis n'auront pas cette approche du développement et n'auront pas cette approche, j'allais dire, de coïncidence de besoins, eh bien, ils n'y arriveront pas. Et bien évidemment, cette place laissée par les États-Unis dresse une forme de tapis rouge à la Chine. Dernier point, là où les États-Unis sont inquiets, vous l'avez effectivement dit, c'est le Made in China 2025. Mais derrière le Made in China 2025, il y a aussi une autre politique qui est faite par la Chine qui s'appelle le China Standard 2035. Et là, on s'attaque plus à l'industrie, on s'attaque à qui fera les standards de demain, qui fera les normes de demain. Et notamment, vous pouvez voir l'entrisme chinois dans les organisations internationales, à l'ISO notamment, hein, qui est le principal organisme normatif pour les produits industriels. Ils étaient quasiment absents de l'ensemble des commissions de l'ISO il y a une quinzaine d'années. À l'heure actuelle, vous avez de nombreux sous-directeurs. Ils ont pris la tête, vous l'avez dit, de la FAO, mais pas que de la FAO. Ils ont pris aussi la tête d'un groupe de l'ISO sur les télécommunications. Donc là, vous pouvez le rapprocher en fait de la problématique Huawei, notamment, et de la 5G. Ils ont pris la tête d'un groupe qui s'occupe notamment de tout ce qui est Internet des objets. Vous voyez qu'en gros, on est sur les sujets d'avenir. Et donc, c'est aussi cette question de qui normalisera les produits du futur qui est vraiment très important, notamment pour les États-Unis. Est-ce que je peux vous demander l'article dont vous avez parlé? Vous avez dit qu'il y avait un article sur l'Amérique latine. Où le trouve-t-on? Vous le trouvez sur le site du Congrès américain. C'est 21 juillet 2021 ou quelque chose comme ça. Merci. Ambassadrice? Non, je voulais juste rajouter un point sur les normes parce que c'est effectivement fondamental. Les Chinois, pour le moment, ont des ambitions énormes, mais la réalité, c'est qu'il y a 1,85% des normes qui sont inspirées par la Chine. Mais nous devons faire attention à l'avenir et c'est important que l'Union européenne, qui est une grande puissance normative, renforce sa position dans ce domaine. Et pour cela, signe aussi les accords de libre-échange, qu'elle les signe et qu'elle les ratifie, parce que c'est la manière d'exporter également ces normes. Très bonne remarque. Merci, ambassadrice. Monsieur Véran. Oui, merci. Un mot ou deux en complément de tout ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il y a au moins deux choses par rapport aux relations entre les États-Unis et son historique arrière-cour, ou supposé historique arrière-cour, et vis-à-vis de la rivalité avec la Chine aujourd'hui. C'est effectivement, la question d'extraterritorialité, et deux, alors ce qu'on a pour habitude maintenant d'entendre, mais c'est une énorme sottise, la guerre froide. Mais quand même, on va arriver sur des logiques où il va y avoir un arbitrage à faire, soit vers Pékin, soit vers Washington. De fait, a priori, dans les prochains mois, les prochaines années, pour des questions technologiques, pour des questions de sécurité, pour des questions d'arbitrage commercial, voire tout un tas d'autres sujets. Ce qui me fait dire en sous-point que les États-Unis n'ont, a priori, se sont pas complètement désintéressés de leur arrière-cour. Peut-être depuis Obama qu'une nouvelle page s'est écrite en matière de politique étrangère dans cette région-là, avec un reformatage des opérations. Quand je dis opération, là, c'est type l'anglais, quoi. Nos amis de la CIA, c'est un reformatage des opérations des services spéciaux, c'est un reformatage d'une partie de sa diplomatie, mais qui n'a pas complètement abandonné l'Amérique latine. C'est impossible. Imaginez les US abandonner l'Amérique latine. Impossible. Impossible, il est. L'autre sujet, c'est effectivement le passage Trump. Par rapport à ça, en matière de politique étrangère, je pense que Biden est en train de cicatriser un certain nombre de choses. Enfin, en tout cas, ils essayent au maximum de réparer les traumas, de panser les plaies et d'envisager la rivalité forte avec la Chine sur cet espace-là du monde. Le deuxième sujet, après l'extraterritorialité et l'arbitrage soit pro-Washington, soit pro-Pékin, sera articulé à ce que Mme l'ambassadrice rappelait. Les Chinois ont des difficultés au niveau économique et financier, ça c'est réel. Ils ont menti l'année dernière, c'est pour provocation, sur la croissance en 2020. Cette année, ils arrivent un petit peu moins à mentir, et a priori, la croissance est moins améliorative que prévu, moins vigoureuse que prévu. A priori, économiquement, ils sont mal, compliqués. 300 milliards Evergrande, problématique environnementale, problématique urbaine, problématique sociale, vieillissement, etc., etc. Xi Jinping est face à une situation de politique intérieure où il accumule les excès de la fulgurance des 30 années de développement qui viennent de se passer.
Donc il est obligé de rectifier les difficultés par rapport à ça, ce qui explique peut-être, hein, je dis bien peut-être, d'une certaine manière l'autoritarisme, voire plus renforcé en interne et des postures un petit peu rudes, froides, de la part de certains de la diplomatie chinoise. Donc là-dedans, ça veut dire que Pékin ne pourra plus opérer comme il l'a opéré ou comme ils ont opéré le parti, les industriels, les opérateurs privés purs, la diaspora qui suit là-dedans et qui sont des petits commerçants, comme ils ont pu le faire sur les 20 ou 30 dernières années en Afrique ou en Amérique latine ou ailleurs, parce que moins de moyens, les gens sur place connaissent, et on est dans une rivalité, alors là, géopolitique, les gros mots, beaucoup plus forte, beaucoup plus tendue, et qui, a priori, n'est pas amenée à s'améliorer. Aucun signal, à ma connaissance, n'est au vert pour connaître une amélioration de la situation vis-à-vis de la Chine et du reste du monde. Voilà, en quelques mots. Merci. Peut-être le professeur Zhan Su, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui. Alors, très brièvement, l'affaiblissement de la croissance économique chinoise, est-ce qu'elle pourrait avoir un impact sur l'Amérique latine, sur les investissements en Amérique latine et sur la croissance de leur activité en Amérique latine? Brièvement. Okay, donc, ça va, la question est claire. Mais quand même, encore une fois, j'aimerais bien, parce que j'ai passé beaucoup de temps pour préparer cette intervention aujourd'hui, je m'intéresse aussi à la question que vous venez de poser, n'est-ce pas? Donc, je vais essayer de donner une réponse brièvement à ces deux questions. La première question, en fait, il ne faut pas attendre l'affaiblissement économique de la Chine pour dire que, tiens, le problème sera réglé, n'est-ce pas? Avant tout, il faut mener notre action. Qui peut mener des actions pour redresser la situation, n'est-ce pas? En Amérique du Sud, bien sûr, les Américains en premier. Tout à l'heure, je parlais un peu pendant longtemps. Personnellement, je suis très déçu de l'attitude du gouvernement américain, n'est-ce pas, envers la présence de la Chine dans cette région et envers justement ce que les Américains doivent faire dans cette région. Donc, c'est vrai que heureusement, les choses sont en train de changer. Depuis le gouvernement Trump, on voit un changement très important parce que depuis le gouvernement Trump, les Américains ont dégagé un consensus envers la Chine, n'est-ce pas? C'est l'ennemi quasiment juré. Hein. Donc, ils ont utilisé des bons mots, compétiteurs, des trucs comme ça. En réalité, c'est que c'est la suprématie américaine qui est en jeu. Enfin, donc, dans ce cas, les Américains vont récupérer tout. Ça, c'est évident. Face à l'émergence de la Chine ou l'influence de la Chine. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce que les Américains peuvent faire, surtout avec le gouvernement Biden? Il faut répondre, il faut regarder un peu, d'abord, quelles sont les cartes, les outils que M. Biden peut utiliser, parce que ce gouvernement est coincé par toutes sortes de problèmes internes. Il faut reconnaître, n'est-ce pas, sa priorité ne peut pas être des priorités au-delà de ce que les Américains en ce moment ont eu comme des graves problèmes, que ce soit économique, que ce soit, sanitaire, surtout racial, etc. Donc là, pourtant, il y a deux choses qu'on doit surveiller, n'est-ce pas? Moi, je ne crois pas que les Américains tentent de créer une sorte d'accord de libre-échange avec cette région. Vous connaissez un peu les Américains, n'est-ce pas? C'est la grande économie du monde, n'est-ce pas? Pourtant, ils ne sont pas très, très chauds envers ce genre d'initiative. Aujourd'hui, cette grande économie toute puissante mondiale, n'est-ce pas, compte seulement 14 accords de libre-échange avec les tout petits pays, parce qu'ils ne sentent pas besoin. Et surtout aujourd'hui, dans le monde occidental, il y a un consensus. Quand on va conclure des accords de libre-échange, on va faire des accords de libre-échange de nouvelle génération, avec des conditions sociales, environnementales, etc., de haut niveau, n'est-ce pas? Si on regarde les situations de ces pays en Amérique du Sud, c'est difficile de dégager cela. Donc, il y a deux éléments qui sont intéressants. Premièrement, pour les Américains, c'est que, vous savez, en juillet, le fameux sommet de G7, il y a un projet avancé qui me paraît intéressant. Le reste, c'est de voir comment les Occidentaux prioriser. C'est le grand projet en fait, de Build Back Better World. C'est pas le fameux B3 et W, n'est-ce pas? C'est essayer de promouvoir un projet, une sorte d'alternative à ce programme chinois. Donc, dans quelle mesure c'est un projet mondial, n'est-ce pas, que les Occidentaux veulent essayer d'initier? Dans quelle mesure on va prioriser cette région avec du Sud? On va voir. Deuxième élément que vous devez surveiller, c'est que l'année prochaine, l'été prochain, les Américains seront les pays hôtes
pour ce 9e sommet d'Amérique. Vous savez, ce sommet a été créé en 1994, tous les 3 ans, les chefs de l'État d'Amérique se réunissent. Hein. Et il y a quelques années, ce sommet a eu lieu à la ville de Québec, je me souviens bien, on vivait une sorte d'état de siège, parce que là, il y a des manifestants, etc. Donc l'année prochaine, les Américains seront hôtes. S'il n'y a pas accord de l'échange possible avec cette région, quelles sont les solutions? Premièrement, moyens de financement. On parle de choses concrètes, infrastructure, tout vient l'argent. Vous savez, il y a ce fameux Banque interaméricaine de développement, n'est-ce pas? Donc là, je sais qu'il y a des projets en cours qui consistent à augmenter la capitalisation de cette banque afin de permettre chaque année de mobiliser quelques dizaines de milliards de dollars pour financer les besoins de cette région en infrastructure. C'est intéressant. Deuxièmement, ce n'est pas à négliger. Vous savez, les Américains sont décidés de reconfigurer leur chaîne d'approvisionnement global, qui sont aujourd'hui très axés sur l'Asie et surtout la Chine, n'est-ce pas? Donc on parle beaucoup de nearshoring ou bien reshoring, n'est-ce pas? Si c'est near ou re, bien sûr, une région importante, voisine, qui est l'Amérique du Sud, pourrait être privilégiée. Bien sûr, je sais que si on fait concrètement au niveau de conditions d'opération, de productivité, etc., c'est pas si simple. Mais c'est aussi une opportunité. On est en train d'examiner cela, une opportunité, afin de reprendre le terrain. Donc la vraie question qui se pose, c'est bien sûr que d'un côté, je réponds à votre dernière question, n'est-ce pas? La Chine, ça risque. Hein. Il ne faut pas penser que c'est un régime totalitaire qui s'entame, qui fait n'importe quoi. N'est-ce pas? Si on regardait au cours de ces quelques dernières années, depuis le Covid, hein, que le gouvernement, les stratégies, les moyens que le gouvernement chinois a adoptés, c'est vrai qu'on voit la croissance de la Chine dans le monde en Amérique du Sud ne sera plus sur le plan économique, bien sûr, hein, comme auparavant. Parce que l'économie chinoise est en train de connaître un virage important avec beaucoup de difficultés. Et aussi, le gouvernement chinois, désormais, c'est quoi? C'est de prioriser le marché intérieur, la fameuse double circuit que le gouvernement chinois a avancé il y a 1 an et demi, n'est-ce pas? Donc, dans ce contexte-là, ça donne certains sursis pour les autres pays, surtout les pays occidentaux, de reprendre les choses sur les Américains. Mais il faut qu'on le prenne, n'est-ce pas? Encore une fois, je répète, il faut avoir des motivations, il faut avoir des moyens adéquats, pas nécessairement tout seul, mais il faut être capable de rassembler pour régler ce problème moyen. Troisièmement, je reviens là-dessus. Quels sont les besoins de cette région? Hein? Avec quelle approche on va apporter cette région-là? Parfois, je sens cette arrogance, n'est-ce pas? Donc, en fait, d'un côté, on dit que c'est une région qui est la plus démocratique que n'importe d'autres régions dans le monde, hein, dans le bloc de pays en développement. De l'autre côté, on a une sorte de méfiance. On a tendance à donner une leçon, hein, sans confiance. Là, je dirais que c'est aussi un défi. Merci. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci, professeur. Bon, alors, il y a beaucoup de réactions. Alors, peut-être une dernière question avant de vous inviter à poser vos questions. Que pourrait faire la France pour améliorer son influence en Amérique latine? Oui, ambassadeur. Bonsoir, merci de l'invitation. Je vais juste vous présenter, ambassadeur. C'est l'ambassadeur Serra, ambassadeur du Brésil en France. Je suis totalement d'accord avec l'ambassadrice Berman. Il faut signer les accords déjà négociés. Non, je m'excuse de mon accent et de ma voix cassée. Parce que vraiment, on cherche à réduire la dépendance de la Chine. Ça, on n'envisageait pas il y a 20 ans quand on a commencé à négocier les accords. Mais maintenant, c'est vraiment impératif. Juste pour vous donner une idée, le commerce Brésil-France en 1999, c'était un commerce de 3 milliards de dollars dans les deux sens. Le commerce Brésil-Chine, c'était un commerce de 1,5 milliard, la moitié. Aujourd'hui, le commerce Brésil-Chine est de 140 milliards et le commerce France-Brésil, c'est un commerce de 6 milliards, 7 milliards, 20 fois. Et on pense toujours que le Mercosur, l'Union européenne,
va vraiment déranger les agriculteurs du vieux continent. Vraiment, vous ne savez pas de quoi vous parlez quand vous dites ça. Vous ne voyez pas les conséquences de cette dépendance énorme, énorme. Et je vous dis que politiquement, il y a des conséquences pour ça, évidemment. Par exemple, si on avait le commerce qu'on a avec la Chine, si on l'avait avec les États-Unis, parce que notre commerce avec la Chine, c'est 82% d'exportation de trois produits. Pétrole, minerai de fer et soja. Si on avait ces commerces-là avec les États-Unis, la gauche brésilienne, la gauche européenne dirait que c'était la recolonisation du Brésil, bien sûr. Comme il s'agit d'un pays communiste, au moins historiquement, on ne dit rien. Alors, le Brésil, heureusement, ne doit pas choisir entre l'histoire et la géographie, comme c'est le cas de l'Australie. On n'a ni l'histoire, ni la géographie qui nous attachent à la Chine. On a besoin de faire des surplus qui sont énormes, énormes. On va fermer cette année avec un surplus de 75 milliards de dollars avec la Chine. Vous avez compris? Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment négliger, pour dire la moindre chose. Merci. C'est intéressant, ambassadeur, parce que vous rejoignez un peu les commentaires que j'ai entendus du jeune Brésilien qui m'a fait exactement les mêmes commentaires. Alors, je suppose que l'opinion publique au Brésil est très consciente de l'importance que peut représenter la Chine pour les emplois et pour les exportations. Et il n'y a pas d'endettement, il y a des investissements. D'accord. C'est une autre chose. À la différence de d'autres pays. À la différence. Voilà. Alors, on pourrait ouvrir la salle, le plancher à ceux qui voudraient poser des questions, si vous en avez. J'aimerais peut-être si vous pouviez vous identifier et être très bref pour chaque question, ce qui nous permettra de pouvoir passer la parole à plusieurs. Merci. Oups. Excusez-moi. Je voudrais me présenter Jacques Renier, ancien haut fonctionnaire de la FAO, de l'OMS, UNICEF, Banque mondiale, 20 ans. Et j'ai été 45 ans en Amérique, dans les Amériques, puisque les Amériques, bien entendu. Et je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord, comme grand témoin, de tout ce qui vient d'être dit et qui est parfaitement juste. Je voudrais simplement rajouter que la Chine, que j'ai connue pendant 7 ans de suite pour former des hauts fonctionnaires de Chine, est remarquablement astucieuse, pragmatique, persévérante et voit à long terme, ce qui est énormément par rapport en France ou aux États-Unis. Elle a commencé par l'Afrique, mais elle a malheureusement trop exagéré parce qu'elle a pris des concessions jusqu'à 90 ans, etc., sur des terres, car, Madame, vous l'avez dit, quand on n'a que 9% de territoire, de capacité nourricière, et qu'on a 17% de la population mondiale à nourrir, il y a effectivement un problème très sérieux, et ils le savent, et c'est une des grandes priorités. Et c'est pourquoi ils ont également mis le patron de l'ONUDI, c'est-à-dire les Nations Unies pour le développement industriel et agricole, bien entendu, et ils sont à la tête de cet organisme, en plus de la FAO, en plus de l'OMS. Avant, il y avait une Chinoise qui était la patronne. Maintenant, c'est à travers un pays ami qui s'appelle l'Éthiopie. Donc, il y a également l'aviation internationale, il y a les télécommunications, comme elle a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont maintenant non seulement en bilatéral,
mais également en multilatéral, en très grande position de force, car pour avoir été à la Banque mondiale, nous avons même élu à un moment donné, ou nommé, pardon, le chief economist qui était un Chinois. Bon, c'est dire que cette vision à long terme est quelque chose d'extrêmement sérieux qu'il faut prendre véritablement, comment dire, à la lettre. Merci. Ambassadrice. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur l'investissement des Chinois dans le multilatéral. Et j'étais directrice des Nations Unies, organisation internationale, quand ils ont fait campagne pour entrer à l'OMS d'abord, à l'ONUDI ensuite. Alors, c'est pas non plus tout blanc et tout noir, c'est-à-dire vu ce qu'ils représentent dans le monde sur le plan de la population, sur le plan commercial, ils sont fondés à diriger une ou deux agences des Nations Unies, mais évidemment pas toutes, et ils les ont bien évidemment choisies. Je crois qu'il faut aussi que nous, on se réinvestisse dans le multilatéral. On n'a pas évoqué l'OMC. Et l'OMC ne fonctionne plus aussi à cause des Américains qui n'ont pas voulu du mécanisme d'arbitrage. Or, ce mécanisme d'arbitrage des conflits peut être utile. Par exemple, quand il y a eu la problématique des terres rares, où les Chinois ont décidé de punir les Japonais avec lesquels ils étaient en conflit à cause des îles Senkaku, Diaoyu, ils ont réduit les quotas d'exportation de terres rares. Ils ont perdu devant l'OMC qui avait été saisi par l'Union européenne et par les États-Unis. Donc je crois qu'il faut aussi que l'Union européenne convainque les États-Unis de se réinvestir dans l'OMC, qui permettrait de faire davantage pression sur la Chine compte tenu de ses pratiques. Merci, ambassadrice. Est-ce que nos autres intervenants veulent ajouter quelque chose ou on passe à une prochaine question? Oui. Alors, prochaine question. Ah oui. Très bref, hein, s'il vous plaît, Isabelle. Isabelle Wormser, membre. Je vous remercie, monsieur l'ambassadeur du Brésil. Ça m'a beaucoup intéressé, ce que vous disiez. Mais en tant que Français, je me dis, est-ce qu'on peut vraiment comparer le marché brésilien au marché français en nombre, en quantité de milliards financièrement? Et d'autre part, est-ce que c'est la même composition au niveau des exportations qui concerne la France et le Brésil vers la Chine? Voilà, c'est une question brève. Merci. Bon, évidemment, comme je vous ai dit, en 1999, le commerce bilatéral franco-brésilien était le double du commerce bilatéral sino-brésilien. Ceci dit, évidemment, vous n'avez pas la population qu'a la Chine, mais malheureusement, on a le même, disons, profil d'exportation pour la France. C'est-à-dire, au lieu de 82% entre trois produits, c'est-à-dire le pétrole, le soja et le minerai de fer, on a 60% avec ces trois produits dans les commerces franco-brésiliens. C'est-à-dire, c'est pas un commerce, c'est le commerce qu'on constate. Je ne sais pas si c'est juste, si ce n'est pas juste, mais il faut voir qu'on ne peut pas vraiment réduire la dépendance de la Chine si on ne s'unit pas. Mais la France, l'Europe, je dirais, en général, ne voit pas ça. Ils voient le danger de l'agriculture brésilienne sur le marché agricole français et européen. Ça, c'est vraiment... ça, c'est pas... je dirais pas juste. C'est pas correct de voir, parce que ce qu'on exporte en France, comme je vous ai dit, c'est 60% n'a rien à voir avec la viande, par exemple. Et le soja, qui est un des trois produits phares, n'est pas compris dans l'accord Mercosur de l'Union européenne. C'est évident que vous gardez de concurrencer les produits brésiliens. Mais le soja, vous produisez, je crois, 1 million de tonnes, on en produit 140 millions.
c'est une boutique contre une grande surface. Et la Chine l'a comprise. La Chine a décidé d'augmenter les importations de soja quand elle a vu qu'elle ne pouvait pas, disons, se ravitailler avec les soja local. Et alors, par exemple, elle s'est convertie dans une puissance exportatrice de fruits et légumes. Si vous allez en Corée, la nourriture principale des Coréens du Sud, c'est le kimchi. 50% du kimchi coréen mangé en Corée vient de la Chine. C'est-à-dire la Chine nous importe tous les sojas dont elle a besoin, mais au lieu de produire du soja, elle produit des légumes et des fruits. Et c'est beaucoup plus rentable dans les petites propriétés. Merci, ambassadeur, pour cette précision. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Merci. Si vous voulez vous nommer, s'il vous plaît. Et très bref. Très bref. Je suis Gérard Prier. J'étais un des dirigeants d'Air Liquide. J'étais le vice-président pour l'Amérique du Sud et j'ai implanté l'ingénierie d'Air Liquide en Chine. Vous voyez, donc je connais très bien les deux. Alors, on parle de l'Amérique du Sud, mais pour moi, peut-être ai-je tort, certainement, il y a le Brésil d'un côté et le reste des pays d'Amérique du Sud. Il est évident, comme le disait l'ambassadeur, que le commerce sino-brésilien est un commerce qui a cru de façon extraordinaire et il ne faut pas laisser tomber cela. Mais le Brésil a toujours eu une vision continentale, et c'est-à-dire de commercer avec les autres pays d'Amérique du Sud. Ma question est de dire, est-ce que le Brésil ne voit pas d'un mauvais œil, d'un très bon œil le commerce sino-brésilien, mais d'un mauvais œil l'emprise des Chinois sur les autres pays d'Amérique du Sud, que ce soit le Pérou, le Chili. Le Chili se dit puissance du Pacifique, hein, et pays Pacifique d'Ouest. Mais l'Argentine ou la Colombie, sur lequel le Brésil a des visées économiques. Peut-être qu'on pourrait inviter l'ambassadeur chilien à répondre à cette question. Thank you very much for the invitation. Very interesting conference. Sorry to speak in English. Sorry? Chile has a very active foreign trade because we are an open economy, internalized economy. 1/3 comes to Europe, 1/3 goes to the Americas, and 1/3 to Asia. And to Asia, obviously, the biggest market is China. The doubt into the future will be if this very active superpower called China will respect the international norms. And for small and medium-sized countries will be very important that international law is not broken. That's the only defense we have with big partners. And so we have a good trade with China, we have good investment from China, but we're not very sure what is going to happen in the future if China keeps on this assertive diplomacy and wants to change the international norms. Thank you, Ambassador. Thank you very much. Nous avons Monsieur Henri-Jacques Citroën derrière. Merci. Merci. J'ai pas besoin de dire mon nom puisque tu viens de l'indiquer. Voilà. Juste une question, je me suis toujours demandé ce que pensent les pays quand ils voient que les Chinois viennent investir, qu'ils acceptent l'investissement, ou qu'ils octroient un contrat d'infrastructure, de voir que tout le travail est fourni par des entreprises chinoises qui font même venir leurs ouvriers, alors que dans ces pays, il y a des ouvriers. Et moi, je me souviens, j'ai vécu longtemps au Venezuela,
Je me souviens que le vol quotidien d'Air France avait à son bord entre 30 et 40% des passagers qui étaient chinois. Et il y avait un afflux massif, mais c'est le cas du Venezuela, mais on l'a vu ailleurs. Donc je me suis toujours demandé ce que pensent les pays de voir les Chinois qui arrivent dans leur pays et qui font travailler leurs propres entreprises et leur propre personnel. Est-ce qu'on aurait un de nos ambassadeurs qui serait ambassadeur Serra? C'est un bon avis. Bon, au Brésil, vraiment, on attend les touristes chinois, comme vous d'ailleurs, n'est-ce pas? Ça, c'est important. Et on doit changer la publicité du tourisme brésilien, parce que les touristes chinois ne s'intéressent pas pour les plages, pour le soleil. Ils détestent le soleil, ils détestent être bronzés. Alors, il faut changer. Quant aux ouvriers, nous avons une législation très dure qui protège assez bien les ouvriers brésiliens. Et c'est pour ça que les ouvriers brésiliens vont aux États-Unis, où ils n'ont pas cette protection-là. Vous comprenez? Il n'y a pas d'ouvriers américains qui vont au Brésil. Au contraire, il y a des ouvriers brésiliens qui vont aux États-Unis. Mais cela dit, les Chinois, aujourd'hui, ont un salaire minimum qui est le double du salaire minimum brésilien. Alors peut-être ça explique que les Chinois ne nous ont pas envahis. Mais on attend l'invasion des touristes, ça oui. Merci. Merci, ambassadeur. Je crois qu'on a une question. Voilà. Bonjour. Il faut parler fort. Hein. Bonsoir. Oui, je suis Laurence Toin, je suis la secrétaire générale de la France China Foundation. Ma question est, on a vu dans les derniers mois, il y a eu une enquête sur la dégradation de l'image de la Chine dans l'opinion publique européenne. Et je voulais savoir s'il existait ce type de documents ou d'informations sur l'Amérique latine. Sur l'image de la Chine auprès de l'opinion publique en Amérique latine. Est-ce que, professeur H? Oui, le Pew Research Center fait des enquêtes en fait sur les sentiments, le sentiment chinois, pro-chinois, anti-chinois dans toutes les régions du monde. Et je crois que la dernière enquête, ça doit dater de 2019. Et le sentiment pro-chinois est très important en Amérique latine. Il a plus de 60% de la population, dans ce que j'ai lu pour préparer cette conférence. Au contraire des pays européens, de l'Australie, de l'Océanie dans sa globalité et de l'Afrique. Ambassadrice, est-ce que ambassadrice, voudriez-vous ajouter quelque chose à ça? Non? Non, enfin, le chiffre est intéressant. Je pense que c'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que c'était avant le Covid. Et donc, l'état d'esprit vis-à-vis de la Chine dans le monde entier a changé aussi. Pas tout de suite après le Covid, il y a eu la diplomatie des masques qui a été active en Amérique latine et qui a bien marché. Mais à partir du moment où il y a eu les déclarations de ce qu'on appelle les loups guerriers, effectivement, le sentiment vis-à-vis de la Chine a changé un petit peu partout dans le monde. Et je comprends d'ailleurs que dans certains pays d'Amérique latine, il y a aussi des ambassadeurs loups guerriers. Merci, ambassadrice. On a une autre question? Oui, bonjour, Axel Gilden, je suis journaliste à l'Express et j'ai couvert l'Amérique latine assez longtemps pour Le Point d'abord et encore de temps en temps toujours pour l'Express. Vous parlez beaucoup de commerce et d'économie, un peu moins de politique. Or, l'Amérique latine se divise en deux catégories de pays. Les pays de démocratie, qui sont les plus nombreuses, souvent fragiles, et les pays non démocratiques. Et je pense en particulier au Venezuela, bien sûr, et au Nicaragua, qui ont des affinités politiques, puisque sous l'enseigne du castrisme, on peut considérer que ce sont des pays communistes. Est-ce que, je voudrais demander aux panélistes, est-ce que vous pensez que la Chine fragilise la démocratie dans les démocraties qui sont déjà fragiles? Très bonne question. Qui veut répondre? Ambassadrice?
Non, je ne sais pas. Malheureusement, il y a une crise dans toutes les démocraties, une crise des démocraties électives, et je ne pense pas que ce soit lié à la Chine. Évidemment, la Chine l'exploite à usage intérieur pour démontrer que la démocratie, ça conduit au chaos. Il donne l'exemple, évidemment, de Trump, l'attaque du Capitole, le Brexit, les Gilets jaunes, etc. Mais ce n'est pas eux qui ont créé ces mouvements-là. Simplement, ils les utilisent dans leur propagande interne. Emmanuel Véron, est-ce que vous avez une... Oui. Emmanuel H. Moi, j'irais même sur le cas vénézuélien. Je pense que s'il n'y avait pas la Chine, le Venezuela serait en faillite totale. Et donc, la situation politique serait peut-être pire que ce qu'elle est actuellement. Mais c'est un point de vue personnel. Et au niveau de la fragilité des démocraties, à part le Venezuela? Je pense que Madame l'ambassadrice a très bien répondu à la question. D'accord. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Non? Alors, écoutez, je veux vous remercier. Je veux remercier nos intervenants. Je veux remercier le professeur Zansou aussi au Québec. Merci infiniment. Je pense qu'on a beaucoup appris et ça nous fait beaucoup réfléchir. Il y a des perspectives auxquelles on n'avait pas pensé. Ça nous fait grand plaisir de vous inviter à passer en bas pour un verre d'amitié. Merci encore. Hein?